Ce Shabbat, on lira la paracha de Vayera. Je voudrais vous parler ce soir d'un sujet qui intéresse certainement les jeunes filles, surtout les célibataires, parce qu'il se trouve dans la paracha de la semaine, et c'est le sujet du choix du conjoint. Dans cette paracha, Avraham Avinu dit à son serviteur Eliezer, celui qui était considéré comme le maître de sa maison, le maître à double sens, dans l'idée où il était le patron de la maison, c'est lui qui gérait tous ses biens, c'était aussi le maître sur le plan spirituel. Haramim nous dit qu'il s'appelait Damesek Eliezer, il était Dolé ou Mashke, c'est-à-dire il puisait la Torah de son maître et arrivait à la transmettre aussi aux autres disciples. On va dire que c'était le grand de la génération. Il dit à Eliezer, jure-moi, si vous voulez, je vous lis les termes de la Torah, je vais vous les dire directement en français. Simnayat Ratachatirichi, il lui dit, Abraham dit à son serviteur, le doyen de sa maison, mets à présent ta main sous ma hanche, et je te ferai jurer par Hachem, Dieu du ciel et Dieu de la terre, que tu ne prendras pas une épouse pour mon fils parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles je demeure. C'est plutôt vers mon pays et vers mon lieu de naissance que tu iras, et tu prendras une épouse pour mon fils Yitzhak. Et ensuite, la Torah nous décrit comment est-ce qu'Eliezer va aborder cette mission, comment est-ce qu'il va faire jusqu'au point, au moment où il trouvera bien sûr Rivka, au moment où il lui demandera, où il la mettra à l'épreuve. Et c'est effectivement Rivka qui va succéder à Sarah Imenu. C'est elle qui sera la matriarche, donc l'épouse de Yitzhak. La question qui se pose, c'est qu'Abraham Avinu avait tout donné, la gestion de tous ses biens à Eliezer. Et lorsqu'il s'agissait du choix de la femme pour son fils, là il le fait jurer. Il le fait jurer pour cela. C'est-à-dire que c'était très important, extrêmement important. Le choix pour Abraham était primordial, c'était capital. Et a priori, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que ce choix doit être fait par un étranger? N'est-ce pas beaucoup plus normal que Yitzhak lui-même choisisse son épouse? Pourquoi est-ce que c'est Eliezer qui doit aller chercher et qui doit trouver une femme que Yitzhak n'a jamais vue, n'a jamais rencontrée? La question, bien sûr, qui se pose, pourquoi un mariage, ce mariage arrangé? Et en fait, on sait que dans l'histoire du peuple juif, ça a très souvent et durant très longtemps, cette procédure existait dans tous les milieux, surtout dans les milieux dits traditionnels ou religieux. En fait, quel est le secret? Pourquoi est-ce que c'est un étranger? Pourquoi est-ce que c'est celui qui va faire une proposition de mariage qui est retenu ici? Rav Eliyahu Dessler, dans son livre « Miftav Eliyahu », nous dit quelque chose d'important. Il nous dit que lorsqu'un individu veut mesurer, peser ou avoir une mesure exacte de produits très sensibles, par exemple des pierres précieuses, il lui faut un élément de mesure parfait. Si on veut par exemple faire composer un médicament avec des produits chimiques, il faudrait que l'élément de mesure, la balance, soit exact, parce que rajouter un petit peu trop, 1 milligramme ou 2 de dose dans un médicament peut être fatal pour le patient. L'élément de mesure doit être fiable et exact. Il dit, or, l'individu dans sa vie prend énormément de décisions. Et lui aussi, l'individu, il lui faut aussi un élément de mesure pour pouvoir prendre la bonne décision. Quel est l'élément de mesure qui soit assez fiable, a priori, pour nous permettre de prendre une bonne décision? Rav Dessler dit, bien sûr, c'est l'intellect. L'intellect, c'est lui qui va réfléchir, c'est lui qui va analyser, c'est lui qui va voir les paramètres et qui prendra la décision. Or, l'intellect n'est pas un élément de mesure fiable. Rav Dessler nous dit qu'il donne cette phrase très célèbre de sa part, il dit qu'il n'existe aucune pensée qui ne soit pas précédée d'un intérêt. Il n'existe aucune pensée qui ne soit pas précédée par un intérêt. En quelque sorte, ce n'est pas l'intellect qui va prendre la décision, c'est l'intérêt personnel que j'ai caché en moi qui poussera l'intellect à prendre telle ou telle décision.
C'est-à-dire que c'est l'intérêt qui va imposer à l'intellect la décision à prendre. Donc c'est le cœur qui dirige la pensée. Alors, dans un domaine, surtout, et dans le domaine du mariage, qui est le domaine tellement sensible et qui est tellement, on va dire, lié aux sentiments, comment est-ce qu'on peut faire confiance à l'intellect alors que lui, encore une fois, est précédé à la pensée, à l'intellect, puisque cette pensée, cet intellect est précédé par un intérêt. Pour que le choix soit le bon, il faut qu'on ait ôté tout intérêt personnel. Est-ce qu'on peut connaître une personne qui va rencontrer une autre sans qu'il y ait quelque part un intérêt? Impossible. Dit Rav Dessler, c'est la raison pour laquelle nos avot ont refusé de laisser leurs enfants choisir le conjoint, parce que un choix personnel serait forcément, on va dire, décalé de ce qu'il faudrait réellement, parce qu'il a été en quelque sorte corrompu par l'intérêt qui existe en chaque être humain dans tous les domaines, et surtout dans le domaine sentimental, puisque là, c'est effectivement encore plus le cœur qui dirige la décision à l'intellect. De nos jours, on voit que c'est plus comme ça que les choses fonctionnent. On se rencontre dans des milieux, dans des occasions, on fait des essais, on vit souvent même ensemble, on se connaît depuis des années et on a appris, et on pourrait penser que grâce à cela, eh bien, on se connaît tellement bien que peut-être les couples soient plus réussis, peut-être que le niveau de divorce soit amoindri. Or, on se rend compte que c'est tout à fait le contraire. Quand on analyse nos générations par rapport aux antérieures, aujourd'hui, on est à 10 fois plus de divorces. Et pourtant, à l'époque, on était orienté vers le mariage par une rencontre qui était programmée et adaptée. Et aujourd'hui, on fait des choix personnels et très souvent, ils sont un échec. Comment est-ce possible de comprendre la chose? Il y a un sefer de Rav Leibovitch, je pense, qui s'appelle le sefer des Shidduchim, nous dit, regardez, quand un ami veut prendre une décision, il faut qu'il fixe des paramètres. Par exemple, vous êtes des étudiantes, vous étudiez en faculté, vous voulez réussir votre diplôme. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous fixez des règles. Mon objectif, c'est de réussir, c'est d'atteindre et d'avoir ce diplôme, n'est-ce pas? Donc, c'est l'objectif numéro 1, il est au centre. Quand je vais réfléchir, quels sont les éléments qui me permettront d'atteindre cet objectif? Eh bien, c'est bien sûr le sérieux que je vais mettre dans les cours, dans la régularité, ma présence, le travail que je vais faire tous les soirs, etc. Mais il faudra aussi que j'ai de bonnes conditions de travail. Il faudra que j'ai aussi un confort de travail. Il faudra aussi que j'ai une hygiène de vie. Il faut que je me repose. Il faut que je mange bien, parce que si je me repose et je ne mange pas, je ne pourrai pas travailler, n'est-ce pas? Donc il y a des paramètres extérieurs qui me permettront d'atteindre l'objectif. Celui qui focalise et qui se base et qui investit sur les éléments, les paramètres accessoires, et pas sur les paramètres essentiels. Par exemple, il va beaucoup se reposer pour être en forme. Il va beaucoup manger pour avoir des forces. Mais au final, il va aller qu'une heure. Il a investi sur les paramètres accessoires et pas sur l'essentiel. Il ne pourra jamais réussir. Et il donne l'exemple, même quand on veut faire une acquisition. On veut acheter par exemple une voiture. Alors celui qui se jette directement dans le parc d'exposition où se trouvent des centaines de voitures pour choisir celle qui va lui plaire, risque d'être attiré par laquelle? Celle qui est, on va dire, la plus attractive au niveau visuel, la plus belle ligne, la plus belle couleur, etc. Oh, c'est ça l'objectif, c'est ça la mission d'une voiture. Une voiture, elle va servir à mes besoins. Celui qui est un peu plus intelligent, qu'est-ce qu'il fera? Il va chercher à savoir avec son concessionnaire quels sont les paramètres essentiels pour lesquels il veut acheter une voiture, qu'est-ce qu'il attend de la voiture. On lui dira, est-ce que tu fais beaucoup de routes, tu fais beaucoup de villes, tu as besoin d'un moteur aussi puissant, moins puissant, consommation, je ne sais pas moi, service après-vente, les pièces, le moteur, l'essentiel, l'intérieur de la voiture, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand il aura décidé des paramètres, qu'est-ce qu'il va faire?
Maintenant que les paramètres sont là, dans cette gamme, ben voilà les modèles que je vais te proposer. Et là, il peut regarder peut-être la belle silhouette, la belle couleur, en plus. Ça, c'est le paramètre qui vient se rajouter à ce qui est essentiel. Alors, bien sûr, vous avez compris l'image. Ce qui est valable pour un véhicule qu'on peut changer du jour au lendemain. Et s'il ne nous plaît pas, on peut le vendre, n'est-ce pas? Regardez quoi de précaution on va prendre pour ne pas nous tromper dans le choix. Le mariage, c'est un domaine qui est beaucoup, beaucoup plus sérieux que n'importe quelle acquisition dans sa vie. Et j'ai jamais entendu un couple qui s'est inscrit chez moi au mariage, par exemple, me dire, vous savez, Rav, nous, on a décidé de nous marier. Vous savez, il existe des CDI et des CDD. Nous, c'est un MDD, c'est un mariage à durée déterminée. On a décidé 3 ans, on se marie à peine. Personne ne fait ça, n'est-ce pas? C'est un mariage, a priori, on le veut pour la vie. Autrement, on n'investit pas autrement. Alors, ce qui est l'élément, on va dire, pour toute la vie, on est capable quoi de regarder uniquement l'aspect sentimental, extérieur, parce que quand la rencontre se fait sans avoir analysé les paramètres essentiels de la personne, qu'est-ce qui reste comme moyen d'attache? C'est son apparence, peut-être les moyens qu'il a, dont il dispose. Et tous les paramètres extérieurs, qui sont nécessaires, qui sont bien, mais qui ne sont pas, on va dire, l'essentiel. Alors, nous dit le Rav Dessler que ce sont ces intérêts-là qui vont masquer et qui vont cacher les paramètres essentiels qu'on ne verra pas, et on risque de s'embarquer, de s'engager dans une relation qui, encore une fois, n'est pas celle qui est bonne pour moi. Qu'est-ce qui se passait dans une rencontre qui est réfléchie et qui est proposée? Alors, un chatran, ou celui qu'on appelle, ou celle qu'on appelle la marieuse, va se préoccuper d'abord de savoir, est-ce que la personne que je vais présenter à cette fille ou à ce garçon, est-ce qu'elle correspond déjà au niveau des projets de vie? Est-ce que c'est à peu près le même projet de vie qu'ils ont? On va voir le milieu familial, le milieu social. On va vérifier surtout quelles sont les aspirations de l'un et de l'autre pour voir si elles convergent. On va voir quelles sont les qualités humaines. Les qualités humaines. On va voir l'intelligence. On va voir bien sûr aussi le côté spirituel, où on est chacun. On va voir peut-être la santé mentale, santé physique, etc. Lorsque tous ces paramètres essentiels seront, on va dire, réunis, vous dire, tiens, ici, tout est réuni, on peut maintenant présenter, et effectivement, qu'est-ce qu'il manquera? L'aspect sentimental, le lien humain. Ça va se rajouter à tout ce qui est essentiel. Alors, il y a une chance, effectivement, de bien réussir dans une liaison, dans un lien qui va mener vers un mariage. Et c'est un petit peu ce que perd la personne qui laisse libre cours à en quelque sorte, à ses recherches. Et je vais certainement tomber sur le bon, tomber sur la bonne, sur celle qu'il me faut. Non. Parce que ce que tu auras, c'est un manque de préparation, d'adaptation, de travail énorme qui a été fait parce qu'on a sélectionné celle ou celui qui... Et ça, tu le perds. D'autant plus que même lorsqu'on a trouvé la bonne personne, une personne qui correspond, qui me dit qu'il a les mêmes intentions que moi, qu'elle a les mêmes intentions que lui, peut-être que lui, dans cette rencontre, il n'est pas vraiment engagé à 100%. Il cherche à passer des bons moments. Il n'est pas dans l'esprit d'un engagement. Elle veut s'engager, elle perd son temps. Et lui, non, ce n'est pas le moment. Donc, tous ces éléments font que quoi? Qu'il y a des risques. Et Eliezer, Rebbe d'Abraham, a éliminé tout cela. Et il a cherché la femme qui correspondrait le mieux aux traits de caractère, aux midot, aux qualités humaines de Sarah. Sarah était Baalat Chesed. Quand il voit le Chesed chez Rivka, quand il voit le projet chez Rivka, quand il voit les attitudes de Rivka, il sait qu'il y a ici l'essentiel. Et ensuite, c'est ce choix qu'il fera. Évidemment, non pas pour terminer, ça précède, je pense, c'est ce que Eliezer a fait avant, c'est qu'avant de se lancer vers cette recherche, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, vous le savez? Il a fait quoi? Il a prié.
Il a prié. Il a prié, oui. Parce que la réussite dans la vie, dans tous les domaines, dépend aussi essentiellement et beaucoup de la tfila. Pour tous les domaines, nous avons besoin de siyata d'Ishmaya. On a besoin de l'aide du ciel. Et à plus forte raison dans ce domaine tellement délicat, dans ce domaine tellement important. Priez qu'Hachem nous fasse rencontrer la bonne personne, la belle personnalité, la belle aussi sur le plan physique, pourquoi pas. Mais comme dit Shlomo HaMelech, Ishaïr Atachem Titalal, si la beauté physique vient se rajouter à une beauté intérieure de la personne, Titalal, c'est celle qui mérite toutes les louanges. Mais lorsque il n'y a que l'apparence extérieure, le physique, l'attitude de séduction, etc., et qu'il n'y a pas d'une intériorité dans comme le disent très souvent les Baalei Moussar, en hébreu, le panim, le visage, qui est la partie la plus esthétique chez l'être humain, la plus belle, chez un homme, chez une femme, et bien le visage, c'est panim. Panim qui veut dire la face. Et en hébreu, avec les mêmes lettres panim, on lit aussi, puisqu'il n'y a pas de voyelle dans la Torah, panim se lit aussi penim. C'est quoi la différence? Panim, c'est la face, et penim, c'est justement pas la face, c'est l'intériorité, l'intérieur. Bifnim, le penim. Quand l'apparence physique, l'aspect physique, la beauté physique est le reflet d'un pnim qui est également beau, d'une intériorité belle, une personnalité belle, alors Shlomo HaMelech dit, Yirat Hashem Titalal. Alors des fois on peut s'arrêter que au panim, et des fois on voit une très belle façade, mais derrière c'est une ruine. On est en train de faire le raballement. D'accord? Quand on refait des immeubles. Oui, il y a une belle façade, mais derrière, c'est la ruine. Et bien, c'est l'être humain, ça peut être aussi la même chose. Alors, Eliezer nous a appris qu'on regarde l'essentiel, qu'on regarde les paramètres importants, et ensuite, par-dessus, on peut encore créer d'autres cercles, des paramètres accessoires, et s'ils sont également là, alors effectivement, la personnalité est parfaite, et le mariage est réussi. Ce que je vous souhaite, les filles célibataires, et celles qui ont déjà fait leur bon choix, eh bien que cela continue, Be'ezrat Hashem. Nous allons maintenant nous concentrer